Quand nous pensons à l'Australie, plusieurs choses peuvent nous venir à l'esprit. Uluru, les kangourous, la grande barrière de corail, ou peut-être même son abondance d'insectes dangereux et de faune sauvage. Mais sous le soleil, le sable et les vagues se trouve un nombre prolifique de dossiers non résolus qui ont laissé les détectives à court de pistes. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Détectives des affaires non résolues, nous explorerons 3 affaires provenant d'Australie. Rihanna Burrow. Née le 7 février 1980, Rihanna Burrow était décrite par ses enseignants comme une fille coopérative et amicale avec un sourire contagieux. Elle était une élève brillante qui était censée aller loin dans la vie et elle avait un petit groupe d'amis proches. Tragiquement, cependant, tout a changé en 1992. En octobre de cette année-là, Rihanna, maintenant âgée de 12 ans, vivait avec sa mère et son frère à Morphett Vale, une banlieue animée d'Australie du Sud. Le jour du 7 octobre, Rihanna avait initialement prévu de se rendre à 5 km de là, dans un centre commercial pour déjeuner avec sa mère, Paula, qui étudiait dans le collège adjacent. Cependant, ce jour-là en particulier, les chauffeurs de bus publics se sont mis en grève, laissant Rihanna sans moyen de se rendre pour rencontrer sa mère. Bien qu'elle n'ait pas pu réaliser ses plans habituels, la jeune fille de 12 ans a convenu avec sa mère de se rendre à pied chez un marchand de journaux proche pour un Noël. Rihanna a ensuite été emmenée chez un marchand de journaux proche pour un Noël. Rihanna était une carte pour son correspondant. Bien qu'il ne soit qu'en octobre, l'affranchissement international vers l'Amérique signifierait que la carte mettrait un certain temps à arriver à l'autre bout. Vers 10h30, Rihanna s'éloigna de chez elle. Elle a acheté la carte à 11h19 au centre commercial de Rinella et a été aperçue plus tard vers 14h30 au lycée de Morphett Vale, un itinéraire qu'elle utilisait comme raccourci entre sa maison et le marchand de journaux. Ensuite, les déplacements de Rihanna sont hésitants. Vers 16h10, sa mère, Paula, est rentrée à la maison. Elle a trouvé la porte d'entrée verrouillée et a remarqué la télévision allumée. Un disque vinyle était éparpillé sur le sol du salon, comme si sa fille l'avait joué. La carte de Noël pour le correspondant américain de Rihanna était posée sur la table, encore dans son sac. Cependant, la jeune fille elle-même était introuvable. Immédiatement inquiète, Paula a commencé à appeler les amis et les membres de la famille de Rihanna pour voir si quelqu'un l'avait vue, et elle a également commencé à frapper aux portes des voisins pour savoir s'ils savaient où était sa fille. Mais à chaque fois, Paula revenait bredouille. À 18h, elle avait appelé la police. Bien que les autorités n'aient pas pris l'affaire à la légère, elles avaient très peu d'éléments sur lesquels s'appuyer. Paula a lancé plusieurs appels au public, demandant de l'aide pour localiser sa fille, tandis que le père de Rihanna, Leon, a volé depuis sa maison dans le Queensland pour aider à la recherche. Le frère de Rihanna n'a pu fournir d'indices à l'enquête, n'étant pas à la maison ce jour-là. Il n'a pas fallu longtemps avant que la police commence à théoriser que Rihanna avait été enlevée de chez elle. On pensait que la jeune fille de 12 ans était rentrée chez elle, mais qu'elle avait été abordée par quelqu'un qui était venu à la porte. Aucun de ses effets personnels ne manquait, suggérant que Rihanna n'avait pas l'intention de repartir après être rentrée de chez le marchand de journaux, ou peut-être qu'elle était partie précipitamment. Leon, le frère de Rihanna, avait été emmené au poste de police, mais était également victime d'un meurtre. Suite aux appels publics des forces de l'ordre, les autorités avaient reçu plus de 1600 conseils au 25 novembre. En une seule journée, ils en ont reçu jusqu'à 140. Les espoirs de ceux qui s'intéressaient à l'affaire ont augmenté lorsqu'un des conseils a signalé l'observation d'une fille sur l'avenue Acre qui ressemblait à la disparue de 12 ans, mais il a malheureusement été établi que la fille n'était pas Rihanna et n'avait rien à voir avec l'affaire. Les décharges ont été fouillées et l'exploration de la brousse autour de la zone n'a donné lieu à aucune nouvelle piste. De nombreux appels à la police se sont avérés être des canulars ou ont mené à des impasses. Un tuyau a même amené la police à croire que Rihanna était retenue en otage dans un immeuble sur l'Anzac Highway, à Coralta Park. La police a perquisitionné le bâtiment, mais n'a trouvé aucune trace d'elle,
ce qui a conduit à un sentiment d'impuissance accablant pour tous ceux impliqués dans l'affaire. Une autre observation était celle d'une voiture blanche, avec des plaques d'immatriculation victorienne, qui a été vue dans la région et signalée aux forces de l'ordre. Cependant, elle n'a jamais été retrouvée et cette piste d'enquête a depuis été abandonnée. Selon un article de 2012, la famille de Rihanna a été contactée par les autorités qui avaient réduit leur liste de suspects. À l'époque, la police enquêtait sur au moins une personne qui connaissait la jeune fille, mais qui n'était pas liée à elle. On ne sait pas exactement ce qu'est devenue cette piste, mais comme le ravisseur de Rihanna continue de courir libre, il semble peu probable qu'elle ait abouti. Un journal local nommé The Advertiser a publié une histoire détaillant comment un homme a trouvé un trousseau de clés sur Highway Drive, à seulement quelques centaines de mètres de la maison de Rihanna. Les clés correspondaient à la description de celles que la jeune fille possédait lors de sa disparition. L'homme non identifié a appelé la police depuis une cabine téléphonique de l'autre côté de la route. Cependant, il a affirmé que lorsqu'il est retourné sur les lieux, les clés avaient disparu. Selon les autorités, qui ont été interrogées plus tard sur ce détail, l'homme s'était rendu sur les lieux plus d'un mois après la disparition de Rihanna parce que sa conscience le tourmentait. L'après-midi du 7 octobre, l'homme aurait apparemment vu une fille correspondant à la description de Rihanna, près d'une voiture blanche au même endroit où il avait découvert ses clés. Bien que cela semble être une piste prometteuse, il semble que rien de plus n'en soit ressorti. Les clés de Rihanna n'ont jamais été retrouvées. Bien qu'il y ait peu d'éléments sur lesquels se baser, de nombreux détectives en ligne ont proposé des théories concernant le cas de Rihanna. Un utilisateur de Reddit s'est demandé pourquoi la jeune fille de 12 ans avait passé autant de temps dans les magasins et a supposé qu'elle aurait pu rencontrer quelqu'un ou peut-être s'arrêter pour déjeuner et attirer sans le savoir l'attention du coupable. D'autres ont postulé que, puisque la porte était verrouillée et qu'il n'y avait aucun signe de lutte, Rihanna a dû partir volontairement, probablement avec quelqu'un qu'elle. La dernière théorie souvent discutée concerne le lien potentiel entre l'affaire Rihanna et le violeur en série non identifié, Mr. Cruel, qui a attaqué plusieurs jeunes filles dans les années 80 et 90 en Victoria. Les cas connus de Mr. Cruel présentent des similitudes avec celui de Rihanna. D'une part, la jeune fille de 12 ans correspond à la tranche d'âge de ses victimes, et il n'attaque que pendant les vacances scolaires, et le 7 octobre 1992 était un jour férié. Mr. Cruel était également connu pour être de la région de Victoria, et la voiture liée à la disparition de Rihanna était la voiture blanche avec des plaques de Victoria. Beaucoup se sont demandé si Mr. Cruel avait quitté Victoria puisque la police locale consacrait tant de temps et d'efforts à essayer de l'arrêter. Cependant, un lien concret entre Rihanna et Mr. Cruel n'a jamais été établi. Un mois après la disparition de Rihanna, une récompense de 100 000 $ a été proposée à quiconque pourrait participer à la résolution du crime. Cette récompense a été augmentée à 100 000 $. Toute personne ayant des informations sur la disparition de Rihanna est encouragée à contacter Crime Stoppers au 1-800-33 33 000 Sarah McDermid. Née dans les Highlands écossais le 15 novembre 1966. Sarah McDermid avait 20 ans lorsqu'elle a rejoint sa famille, y compris ses parents Peter et Sheila, pour émigrer en Australie en 1987. Décrite comme une jeune femme qui aimait la musique et les vêtements et qui assumait son héritage mixte, Sarah était appréciée, avait un solide groupe d'amis et une excellente relation avec sa famille. Elle était particulièrement proche de son frère, Alistair. Cependant, ce qui devait être un nouveau départ pour la famille s'est transformé en un cauchemar tragique, avec la disparition de Sarah en 1990. Le matin du 11 juillet 1990 vers 7h20, Sarah, âgée de 23 ans, a quitté sa maison sur Sky Road, Frankston, pour se rendre au travail, comme d'habitude. Elle était vêtue d'un costume gris et avait en sa possession un sac contenant des vêtements de sport, une raquette de tennis, 60 $ en espèces et un Walkman. Après une journée chargée au travail, Sarah a quitté son lieu de travail à 17h10 pour rejoindre ses amis à quelques parties de tennis à Flinders Park, dans Batman Avenue East Melbourne. Après le match, Sarah, accompagnée de ses amis, s'est dirigée vers la gare de Richmond, où ils ont découvert qu'ils venaient de manquer le train de la ligne Frankston. Au lieu de cela, le groupe a pris un train pour Caulfield avant de changer pour le service Frankston. Les deux amis qui étaient avec elle sont descendus à Bonne Beach, tandis que Sarah a continué jusqu'à la gare.
La dernière fois que la jeune femme de 23 ans a été vue, c'était lorsqu'elle est descendue du train et s'est dirigée vers le parking mal éclairé vers 22h20. Lorsque Sarah n'est pas rentrée à la maison, vers 1h du matin, sa famille s'est inquiétée. Ils ont envoyé son frère Yann la chercher à la gare. Sa voiture, une Honda Civic rouge de 1978, était toujours verrouillée, mais Sarah était introuvable. Malgré cette alerte, la jeune femme n'a été signalée disparue que le lendemain matin, lorsque sa famille a découvert qu'elle avait pris le train pour rentrer chez elle et qu'elle ne s'était pas présentée au travail ce matin-là. Ils espéraient qu'elle avait peut-être passé la nuit chez un ami la veille. Les autorités envoyées pour enquêter sur la voiture de Sarah ont été perturbées par les taches de sang trouvées à côté. Ils ont immédiatement soupçonné que la jeune femme de 23 ans avait été agressée en raison de la quantité de sang qu'ils avaient découverte. La médecine légale a confirmé plus tard que ce sang appartenait à Sarah. Ils ont également trouvé des marques de traînées qui menaient dans les buissons, ainsi qu'un briquet qui a été identifié par la famille comme ayant appartenu à Sarah. Peu après, des témoins sont apparus. Ils avaient vu la jeune femme descendre du train et traverser la passerelle vers le parking, où plusieurs personnes avaient entendu une jeune femme crier « Rendez-moi mes clés ». Une autre variation de cette citation a été rapportée comme suit « Donne-moi mes clés de voiture et arrête de plaisanter ». Une recherche par mer, air et terre durant 20 jours a eu lieu, mobilisant 250 policiers, mais cette tentative de rassembler des indices s'est avérée infructueuse. Un sergent détective a exprimé sa conviction que l'attaque contre Sarah avait été opportuniste et son père, Peter, a approuvé cette déclaration. Comme elle portait toujours des vêtements qui semblaient coûteux, on a théorisé qu'elle avait peut-être été attaquée pour l'argent ou les objets de valeur qu'elle pourrait avoir sur elle. Après cela, cependant, l'affaire de Sarah commence à refroidir. En mai 2006, une enquête a conclu qu'elle avait été victime d'un acte criminel. Mais les circonstances exactes sont inconnues. 5 ans plus tard, en 2011, la tueuse en série condamnée Paula Denia, qui a tué 3 jeunes femmes en 1993 et qui était auparavant connue sous le nom de Paul, avant de s'identifier comme une femme transgenre, a été interrogée par la police. Cependant, elle a nié toute implication dans la disparition de Sarah. Il a été noté que bien que la deuxième victime de Denia vivait près de la station où Sarah a disparu, son mode opératoire ne correspond pas. Denia a avoué ses crimes et n'a pas caché le corps de ses victimes. Puis, en mai 2014, News Corp Australia a affirmé que les enquêteurs de la police envisageaient le tueur en série condamné Bandali Debs comme un suspect possible. En 1997, Debs a pris la vie d'une adolescente nommée Kirsty Hardy, et en 1998, il a exécuté 2 policiers. Selon la société de médias Fairfax Media, une source policière de haut rang a noté qu'il était courant pour les enquêteurs sur les homicides d'examiner les liens entre les affaires non résolues et les délinquants connus. Debs nie également toute implication dans l'affaire de Sarah. En septembre 2004, l'affaire de la jeune femme de 23 ans a été présentée dans l'émission de télévision australienne de voyance appelée Sensing Murder. Dans le programme, plusieurs voyants ont affirmé que Sarah était morte et que son corps avait été jeté dans une décharge maintenant fermée sur la péninsule de Mornington. Ce programme a inspiré un ancien résident de Frankston qui a fouillé la région à vélo, trouvant ce qu'il pensait être 2 tombes peu profondes. Lorsqu'il a contacté la police à propos de cette découverte, on lui a demandé de la déterrer et l'homme a refusé, craignant de s'incriminer s'il le faisait. Les 2 potentielles tombes n'ont pas été examinées depuis et les autorités sont, naturellement, réticentes à l'égard des théories qui sont proposées sans preuve par des sources dites psychiques. La principale théorie de la police, et peut-être la plus convaincante, impliquait une travailleuse du sexe nommée Jody Jones. Avant la disparition de Sarah, Jones avait été condamné à 12 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'homicide involontaire pour avoir sauté sur la poitrine d'un homme en portant des talons aiguilles. Malgré cela, et une liste de crimes précédents, elle a été libérée plus tôt. La police soupçonnait Jones d'avoir conduit des toxicomanes sans abri en prison, mais n'a pas réussi à la retrouver. On leur a ordonné d'agresser Sarah près de sa voiture. Le groupe a dérobé le sac de la jeune femme de 23 ans et l'a poignardée dans le dos. Le 23 juillet seulement. 12 jours après la disparition de Sarah, la police a convoqué Jones pour un interrogatoire. Plusieurs de ses amis avaient déclaré qu'elle avait avoué avoir tué la jeune femme avec 2 hommes et qu'elle craignait qu'ils n'aillent à la police. Jody Jones est décédée 14 mois plus tard d'une overdose d'héroïne à l'âge de 26 ans.
Si Jones était impliqué d'une manière ou d'une autre, il semble probable que nous ne le saurons jamais. Dans les années qui ont suivi la disparition de Sarah, sa famille a quitté la région de Frankston en raison des objets jetés dans leur jardin et des graffitis sur leur voiture. Un mémorial a depuis été établi à la gare de Kananook et la famille de Sarah revient fréquemment pour déposer des couronnes. Une récompense de $1 million est disponible pour quiconque peut fournir des informations. Dans le cas de Sarah ou à ses restes. Toute personne ayant des informations sur la disparition de Sarah McDermid est encouragée à contacter Crime Stoppers au 1-8 0033 3000 Jane Leske, Jane Raymond. Leske est née le 30 avril 1996 de Belinda Williams et Brett Leske à Newborough, Victoria. Jaden, qui n'avait qu'1 an, a été vu vivant pour la dernière fois par le petit ami de sa mère, un homme nommé Greg Domasiewicz, qui était un mécanicien autodidacte. Le couple avait atteint un stade dans leur relation où Belinda se sentait à l'aise de laisser les deux seuls ensemble. Et Greg demandait fréquemment à garder le petit Jaden. Le 15 juin 1997, Greg a laissé Jaden dormir chez lui pendant qu'il allait chercher Belinda à une fête à laquelle elle assistait avec sa sœur. Pendant le temps qu'il était parti, le chaos s'est déchaîné sur le pas de la porte de Greg. Au cours de la relation de Greg avec Belinda, il voyait en réalité son ex-petite amie, une femme nommée Yvonne. La nuit en question, après l'avoir vue partir, l'ex-fiancé et le frère d'Yvonne se sont rendus aux fenêtres avant de Greg et ont fracassé le verre avec des armes. Ils ont tenté de jeter une tête de porc coupée par la fenêtre, mais elle a rebondi à plusieurs reprises sur le cadre. Greg a été expulsé de la pièce. Sa mère, longtemps avec Belinda, est partie, le laissant dans le jardin avant. Après, le duo est parti. Ils ont rapidement été écartés de l'enquête subséquente sur la disparition de Jaden, car ils n'ont pas été vus quittant avec le petit d'1 an, et ont également attiré l'attention sur eux en jetant des pierres sur des adolescents et en commençant des bagarres. La police locale a soutenu que ces comportements étaient loin de ceux des kidnappeurs. Quand Greg est allé chercher Belinda, elle lui a immédiatement demandé où était son fils. Greg, décontracté, a répondu qu'il lui avait déjà dit que Jaden était à l'hôpital. Belinda repensa à un appel téléphonique qu'elle avait eu avec son petit ami pendant la fête. Plus tôt dans la nuit, Greg lui avait dit que Jaden s'était brûlé avec un radiateur et qu'ils étaient à l'hôpital. La jeune mère a paniqué et a dit à sa sœur Katie, qui l'a écartée, affirmant que c'était probablement une des blagues malades de Greg. Katie a rappelé Greg, et il a alors admis que c'était une blague. Les frères et sœurs n'y ont plus pensé. Dans la voiture, sur le chemin du retour de la fête, Belinda a dit à son petit ami qu'elle voulait aller voir Jaden. Cependant, Greg lui avait déjà présenté une autre boisson lorsqu'elle était montée dans le véhicule et lui avait dit qu'elle était trop ivre et qu'elle aurait l'air d'une mauvaise mère, alors il l'a déposée chez elle vers 3h20 du matin, moment où le couple a constaté le vandalisme qui avait eu lieu à la maison de Greg. Greg est parti presque immédiatement après avoir déposé sa petite amie, prétendant qu'il devait découvrir qui avait détruit ses fenêtres avant, mais il a été découvert plus tard que Greg avait appelé Yvonne à 3h09 du matin et lui avait crié dessus. Pendant le retour de Greg à la maison, il a été arrêté par la police pour un contrôle de permis et un test d'alcoolémie. Il n'a pas mentionné la tête de cochon ou que Jaden était manquant. Quelques heures plus tard, à 5h du matin, il a réveillé Belinda qui s'était endormie devant son chauffage et lui a dit qu'il avait menti et que Jaden avait été kidnappé et qu'il devrait appeler la police. Dans les entretiens avec la police, Greg a constamment pointé du doigt son ex, Yvonne, et a affirmé qu'il n'avait pas signalé la disparition de Jaden plus tôt parce qu'il ne faisait pas confiance aux forces de l'ordre, et a dit que Yvonne couchait avec un officier supérieur. On pense que la recherche de Jaden a été la plus grande depuis la disparition du Premier ministre Harold Holt en 1967. Le corps du petit d'1 an a finalement été retrouvé le 1er janvier 1998 au barrage de Blue Rock, à 18 km, au nord de la ville de Meaux, où il vivait. Son corps était meurtri et avait été lesté avec un pied de biche et enveloppé dans un sac de couchage. Il avait le crâne fracturé et 2 os brisés dans son bras, qui avaient été bandés de manière inexperte. Le sac préparé par Belinda pour lui, contenant jouets et collations, a aussi été récupéré. En raison de l'état de décomposition, la cause du décès de Jaden n'a pas pu être établie, bien qu'on pense qu'il est décédé d'une blessure à la tête.
Son autopsie a révélé qu'il avait du benzexol dans son système, une substance qui est utilisée pour traiter les symptômes de la maladie de Parkinson, entre autres maladies. Bien qu'on pense que le petit de 1 an a été drogué avec cela avant son décès, on ne peut pas déterminer exactement quand cela s'est produit. Les symptômes du médicament vont de vertiges et nausées jusqu'aux hallucinations. Les preuves médico-légales trouvées sur les vêtements de Jayden étaient contaminées par celles d'une affaire non liée, ajoutant une autre couche de preuves et une couche de questions à une affaire qui avait déjà du mal à fournir des réponses. Malgré le fait que le corps de Jayden ait finalement été retrouvé, la série exacte d'événements continue d'échapper aux enquêteurs même aujourd'hui. En 1998, Greg a été accusé du meurtre du petit garçon, mais il a été acquitté en décembre de la même année en raison du manque de preuves. Une enquête de 2006 que l'avocat de Greg insiste pour dire qu'elle a été entièrement motivée par l'indignation des médias a conclu qu'il avait contribué à la disparition de Jayden et qu'il avait probablement fait disparaître le corps. On note que Greg a passé plusieurs heures de la nuit en question sans pouvoir rendre compte de ses activités. Belinda se souvient qu'elle a essayé à plusieurs reprises de l'appeler à un moment donné, mais qu'elle n'a pas réussi à le joindre. Il a également fourni des détails contradictoires, ayant du mal à expliquer les événements de la nuit aux enquêteurs. Des amis et la famille ont dit aux forces de l'ordre que Greg enferme souvent Jayden dehors avec les chiens, ignorant ses pleurs, et Belinda a confirmé que sa mère, son fils rentrait parfois à la maison avec des bosses et des bleus, mais qu'elle pensait qu'il était simplement tombé et n'avait rien supposé de plus malveillant. Au moment de l'arrestation de Greg, il portait encore des vêtements mouillés. Son portefeuille et certains billets qu'il contenait étaient également mouillés. Cela a conduit à de nombreux soupçons. Qu'il était peut-être seulement quelques heures auparavant. Qu'il avait été en train de se débarrasser du corps de Jayden. Un détenu de Greg a affirmé qu'il avait avoué, lui disant qu'une voiture surélevée était tombée sur Jayden. Cela a entraîné des blessures accidentelles, mais cette confession du détenu a été jugée irrecevable en cours. Il a également été rapporté qu'il avait avoué la mort accidentelle à des connaissances. Mais cette information n'a toujours pas conduit à une autre arrestation. Il n'y a pratiquement aucune théorie sur la disparition de Jayden circulant dans les communautés en ligne, en dehors de l'implication de Greg. Cependant, qu'il l'ait fait accidentellement ou intentionnellement, dépend de qui est interrogé. La question. En raison des lois sur la double peine qui existent en Victoria, l'affaire n'a pas pu avancer. Depuis, Belinda a rejoint une coalition demandant des réformes législatives et appelle constamment au changement et à la mise à disposition d'une récompense d'1 million de dollars. Depuis, Belinda s'est remariée et a eu 4 enfants avec son nouveau mari. Greg serait également devenu père. Il continue de clamer son innocence mais se reprocherait ses actions et se blâmerait également d'avoir laissé Jayden seul à la maison. Bien qu'il semble presque certain que Greg soit responsable, l'affaire reste ouverte et officiellement non résolue. Encore une fois, toute personne disposant d'informations concernant l'affaire de Jayden est encouragée à contacter Crime Stoppers au 1-800-33-3000. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous avez encore faim de contenu sur les crimes réels, vous pouvez également consulter le podcast Cold Case Detective en suivant le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Restez alerte, restez en sécurité, et je vous verrai la prochaine fois.